secteurs d'activité tels que la fintech, l'e-commerce, la blockchain, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, la communication. Les jeunes startups et PME africaines ont beaucoup à montrer et surtout pouvoir être soutenues par les gouvernants, les institutions financières, les institutions internationales. Les problèmes qui se posent sont-ils l'accès à l'information, un manque de préparation avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Nous en saurons davantage dans ce webinaire que notre média en ligne Afrique Économie organise en ce 30 mars 2023 sous le thème Start-up et PME africaines, innovation et pistes de financement. Avec nous, nous avons choisi des start-up et PME de divers pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, qui ont envie de se démarquer sur le continent africain et entendent encore représenter le continent à l'international, et également des personnes ressources qui pourront nous donner plus d'informations sur l'accès au financement de ces startups et PME. Nos panélistes sont notamment Mademoiselle Natacha Douo. Elle est une jeune entrepreneur, fondatrice de la Reine Écolo, le nom de son entreprise, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Monsieur Marwan Djeba, serial entrepreneur, ambassadeur d'innovation en Côte d'Ivoire, fondateur Côte d'Ivoire et robotique, blockchain lead, AgriSmart Chain de la Côte d'Ivoire. Nous avons Mademoiselle Awa Idriss Ali, Associate and Executive Officer of Digital Frameworks du Mali. On avait avec nous l'entrepreneur de la Guinée qui a eu un empêchement et qui ne pourra pas faire part à notre webinaire. Donc, nous aurons 3 panélistes, 3 jeunes entreprises et avec nos 2 experts. Toutes nos excuses encore pour ce désagrément. Et enfin, nous avons nos 2 experts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons Monsieur Jean Tola Conan, qui est directeur Cash Management et Client Access à Ecobank Côte d'Ivoire. Et nous avons Monsieur Tola Conan. Non, j'ai déjà dit ça. Et nous avons Monsieur Komara de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Voilà. Nous allons entrer dans le vif du sujet par cette première question. Pouvez-vous tous vous présenter et nous donner votre définition de ce que c'est qu'une entreprise innovante? Je laisse la parole à Mademoiselle Douo de la Côte d'Ivoire. Mademoiselle Douo, Natacha. Ton micro est désactivé. Ouais, c'est bon. Bonjour, oui. Bonjour Nadège, bonjour à tout le monde. Déjà, je voulais signifier que ce n'est pas mademoiselle, mais c'est madame. Ah, toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, je suis Natacha Douo et je suis fondatrice de la Reine Écolo. Vous pouvez parler un peu plus fort? D'accord. Donc, je disais que je suis Natacha Douo et je suis la fondatrice de la Reine Écolo. Donc, la Reine Écolo, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la valorisation des déchets organiques en charbon vert. Donc, nous avons des produits comme le charbon de cuisine écologique et puis le biochar pour l'amendement des sols. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi on a choisi la Reine Écolo. Bon, parce que c'est parti de 3 constats. D'abord, on a constaté que 87% de la population ivoirienne avait recours au bois comme énergie domestique. Or, ce recours au bois là, est une source de déforestation, laquelle accentue la désertification et par conséquent les changements climatiques. On a aussi remarqué que la fumée de bois était source de maladies. Et l'OMS a dit que 24 000 décès étaient enregistrés par an en milieu rural. Et cela était dû à l'inhalation de la fumée en milieu rural. Et enfin, on a remarqué que des quantités énormes de déchets sont reversés dans la nature.
dans nos quartiers, dans nos communes, alors que ces déchets-là auraient pu être transformés, valorisés, mais non. Et reversés dans la nature, là, ces déchets deviennent source de pollution. Donc, c'est ces constats alarmants-là qui m'ont poussé à créer l'Arène Écolo pour produire, pour sortir une solution, en fait, pour pallier à ces problèmes dans le charbon écologique. Voilà. Et l'entreprise a été créée en quelle année? En 2020, depuis 2020. D'accord. Merci, merci, Madame Dou. Je vais laisser la parole à Mademoiselle, ou je ne sais pas si c'est Madame, excuse-moi, Awali du Mali, qui va présenter son entreprise. Merci beaucoup, Nadège. Avec moi, mademoiselle, ça irait très bien. D'accord. Déjà, merci de l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec tous. Du coup, comme ça a été annoncé, je m'appelle Awa Edressali. Je suis associée directrice exécutive de Digital Frameworks. Digital Frameworks qui est aujourd'hui ce qu'on appelle une agence digitale 360 et surtout une start-up technologique. Aujourd'hui, nous nous positionnons comme étant la toute première agence 100% intégrée au Mali. Nous conseillons et nous accompagnons les entreprises et les dirigeants exécutifs des différentes entreprises dans leur processus de transformation digitale. Et c'est en ce sens qu'on les appuie généralement dans tout ce qui est leur décision stratégique ou notamment la conduite de ces orientations stratégiques-là. Au-delà de nos activités en termes de conseil, nous sommes une société de prestation de services dans tout ce qui est marketing, tout ce qui est dématérialisation. Et c'est pour ça qu'on accompagne les entreprises, quelle que soit leur taille, leur budget, car la transformation digitale aujourd'hui devient une nécessité pour la survie de n'importe quelle activité. Donc, pour ne pas trop m'étaler sur les aspects commerciaux de l'entreprise, je partagerai tout à l'heure les informations utiles pour ceux qui seront intéressés. Donc, de façon très ramassée, on accompagne les gens dans leur processus de transformation digitale et cela de bout en bout, quelle que soit l'étape à laquelle ces personnes se situent. Et cela en leur mettant à disposition des solutions, qu'elles soient développées ou intégrées. Donc, voilà ce qu'on fait de façon très grosso modo. Donc, je ne sais pas si je dois réagir à la question que tu avais posée au départ, Nadège, ou on reviendra tout à l'heure sur ça. Laquelle des questions? Tu demandais est-ce que c'était une entreprise innovante? Oui. Non, j'ai demandé la définition. Comment vous définissez une entreprise innovante? D'accord. Bah, écoute, si je peux me permettre de réagir à cette question, je dirais que pour ma part, l'innovation dans une entreprise se produit généralement lorsque cette dernière met en œuvre soit de nouveaux processus, de nouvelles idées ou se lance dans le processus de lancer de nouveaux services ou de nouveaux produits, et ça dans le but d'améliorer ses résultats. Et généralement, on peut dire que ça signifie, ça entraîne du moins une augmentation de revenus pour cette entreprise de façon positive. Et ça rend surtout le processus existant plus efficace et ça s'inscrit dans une logique de résolution de problèmes, que ce soit commercial ou de problèmes en termes de résultats exécutifs. Maintenant, dans tous les cas, ça passe par un ensemble de processus pour aller vers cette innovation-là. Ça fait face à énormément de challenges, mais je pense que l'innovation aujourd'hui est une nécessité. C'est tout simplement l'introduction sur le marché d'un nouveau produit ou d'un nouveau procédé et ça signifie généralement, ça se traduit généralement par une amélioration par rapport à ce qui est précédemment proposé. Donc voilà ce que je verrais comme étant une entreprise innovante. C'est une entreprise qui propose des améliorations continues. Merci, merci, Lee. Je vais laisser la place à M. Djiba. Il va se présenter son entreprise et puis donner sa définition d'une entreprise innovante pour lui. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde me reçoit très bien. Vous commencez Oui. par un test de microphone d'abord. C'est bon, vous m'entendez très bien? Oui, parfait. D'accord, super. Donc, je suis Marwan Djebar, le fondateur de Côte d'Ivoire Drone et Robotique. C'est la société leader en Côte d'Ivoire dans la fabrication des drones et l'intégration plutôt de l'intelligence artificielle dans la technologie de drone et la robotique. La société a été fondée en octobre 2017. Et depuis, nous sommes en activité et par la grâce de Dieu, ça se passe super bien. Nous avons quand même pas mal de clients
en Côte d'Ivoire, et je peux noter quelques-uns, comme PFO Africa, comme MTN, comme la CISAG, comme la SOGB, par exemple. La société a été primée en 2019 par Airbus à Toulouse comme meilleure société africaine de fabrication de drones. Et depuis, les choses se développent très bien pour nous. Alors, ça, c'est la première partie qui est la partie drone. Nous avons aussi une fondation qui s'appelle Africa Drone Valley. Et ça se résume tout simplement à une académie de formation en technologie de drone dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dernièrement, nous avons piloté un projet avec la coopération allemande, la GIZ, qui nous a permis, c'était une subvention locale, qui nous a permis de former 25 jeunes ivoiriens gratuitement sur la technologie de drone et sur l'application dans plusieurs domaines d'activité, allant de l'agriculture jusqu'à les mines, le BTP, génie civil et autres. Et par la même occasion, je suis un ambassadeur de l'innovation auprès du ministère de l'économie numérique et de l'innovation en Côte d'Ivoire. Et tout dernièrement, quand je dis dernièrement, ça fait à peu près 2 ans que nous avons commencé à s'intéresser un petit peu à la technologie de la blockchain et son intégration surtout dans le domaine agricole. Alors aujourd'hui, nous avons la startup MKS Industries qui chapeaute le projet Agri Smart Chain, qui œuvre justement pour l'intégration de la technologie de la blockchain dans l'agriculture, notamment tout ce qui est traçabilité alimentaire et tout ce qui est levée de fonds pour les petits agriculteurs. Et par la même occasion, nous avons créé la première crypto-monnaie en Côte d'Ivoire qui est justement adossée sur la technologie de la blockchain et qui permet, par le biais de cette crypto-monnaie, nous permettant de faire des petites levées de fonds pour les agriculteurs. Et actuellement, nous sommes en plein levée de fonds, justement. Nous avons commencé notre levée de fonds il y a à peu près 2 semaines. Une levée de fonds qui tourne autour de 5 millions de dollars, espérant qu'il s'achève bien comme il faut. Pour répondre à la question rapidement de la définition plutôt une société innovante, pour moi, je pense que ça se joue entre 3 volets. D'abord, quand on parle d'une société innovante, pour moi, c'est une société qui doit être smart, que ce soit dans la solution apporter un problème. Et là, on se réfère à un business model tout simple, parce que tout business model, c'est une solution à un problème. Alors, il faut d'abord que cette société apporte une solution à un problème qui se pose dans la société ou dans le marché actuel, d'où l'opportunité. Et de deux, je pense aussi que la façon de traiter ce problème doit être smart et intelligente, d'où l'innovation. Et justement, quand on procède ainsi, automatiquement, on voit les répercussions sur les chiffres d'affaires, que ce soit sur la gestion de l'équipe, que ce soit sur les recrutements, que ce soit sur la vente de produits, peut-être, je dirais, adopter quelques techniques comme le MVM, par exemple, pour faire sortir des produits qui sont minimum viables et pouvoir tester ces produits sur le marché avant de faire des injections énormes sur le marché pour ne pas trop risquer l'argent des investisseurs ou des banques s'il s'agit d'une banque qui nous accompagne. Donc, pour moi, l'innovation doit toucher tout le processus de la création de la société, depuis l'idée jusqu'à carrément la commercialisation et la fidélisation et le développement des produits. Voilà. Merci, Jeba. Je vais donner la parole à M. Komara de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il va essayer de présenter son institution. Je vous laisse la parole, M. Komara. Ok, merci Madame Kofi, salutations à tous. Alors, je suis Moussa Komara, chef du département Innovation, Marketing et Communication à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est un département qui est tout nouveau, il n'a pas encore fêté ses 1 an. Et avant ce département, j'étais le responsable du département appui et conseil aux entreprises, poste que j'ai occupé pendant pratiquement 10 ans. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, comme toute chambre, est une institution qui est, surtout ici en Afrique francophone, c'est une initiative de l'État, donc un dispositif mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, mais qui sert le secteur privé, qui est géré par le secteur privé. Voilà, donc d'un point de vue organisationnel, on a un président qui est élu par des représentants du secteur privé, on a un collège de membres élus qui composent une assemblée générale, ils sont une centaine, et c'est ceux-là, bien entendu, qui définissent les stratégies, la vision de l'institution dans le cadre des missions qui sont bien entendu celles de cette institution, et
il y a une équipe opérationnelle qui veille à mettre cela en œuvre, une équipe opérationnelle d'agents qui est composée de 360 personnes pour ce qui s'agit en tout cas de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Alors, les missions de la Chambre, on peut les résumer en 4 grands axes très rapidement. Le premier axe, c'est celui de la représentation du secteur privé. Donc, on joue un rôle d'interface entre le secteur privé et puis l'État de Côte d'Ivoire. Donc, dans cette dynamique-là, on a une mission consultative. Donc, l'État se fait l'obligation de consulter la Chambre de commerce et d'industrie dans la prise de certaines décisions, dans l'initiative de certaines réformes, dans tous les cas qui touchent à la vie du secteur privé. Une deuxième mission, et souvent c'est par cela qu'on nous connaît plus, c'est la mission de formation. À cause de notre école, on a une école de formation initiale qui existe, qui est une des premières business schools en Côte d'Ivoire, qui existe depuis de longues années. Et donc, on est dans la formation initiale à travers cette école, mais on est aussi dans la formation continue. Après la mission de formation, le troisième axe dont je peux parler, c'est l'axe de création et de gestion d'infrastructures et de services d'intérêt général. Et surtout dans ce axe-là, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui concède des services publics à la Chambre de commerce et d'industrie, si on peut le dire ainsi. Vous avez par exemple en Côte d'Ivoire tout le dispositif des factures normalisées qui est géré par la Chambre de commerce. Vous avez la mise à disposition de tout ce qui est couverture, bilan, c'est la Chambre de commerce qui gère. La certification des poids des produits destinés à l'exportation tels que le café, le cacao, le coton, l'anacarde, etc. La certification des poids est faite par la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a un dispositif intercommunautaire qu'on appelle le transport routier inter-État qui permet de desservir les pays les pays de l'Interland avec, en termes de produits, en termes de transport de marchandises. Donc, c'est un dispositif sous-régional. Et en Côte d'Ivoire, ici, c'est la Chambre de commerce qui gère cela. Donc là, c'est quelques services, on va dire, d'intérêt général qui sont concédés à la Chambre de commerce et d'industrie que la Chambre gère. La Chambre est actionnaire toujours dans ce axe-là, intervient dans le conseil d'administration de pas mal d'entreprises, de pas mal d'organisations, dont la Bourse régionale des valeurs mobilières et certains établissements financiers, etc. Voilà. Et la Chambre peut prendre l'initiative, bien entendu, de créer des entreprises, de créer des projets, voilà, qui sont marchands, tout en prenant des parts, des actions, etc. Et le quatrième axe qui est bien entendu celui qui vaut ma présence dans ce webinaire-là, c'est celui de l'accompagnement et le conseil aux entreprises. Donc, un axe à travers lequel la Chambre déploie toute une panoplie d'offres de services pour aider à l'information, à la performance, au développement des entreprises, voilà, dans tous les sens du terme. Donc, depuis leur création jusqu'à leur développement en termes d'accès au marché, en termes d'accès au financement, en termes d'innovation, voilà, c'est lancé. Donc, toute une panoplie de services que la Chambre fournit, des programmes qu'elle développe aussi dans ce sens pour aider dans tous les cas les entreprises d'une manière générale. Donc ça, ce sont les missions de la Chambre de commerce. Voilà. Sur la base de votre question, je m'aligne sur ce que les prédécesseurs ont dit en termes de définition d'entreprise innovante. Le point sur lequel peut-être je voudrais insister, c'est de dire que il faudrait que cette innovation, bien entendu, apporte de la valeur. Il est important que ça apporte de la valeur. Donc, pas derrière que ça vienne résoudre un problème, mais que ça apporte surtout de la valeur à la clientèle, que ça apporte de la satisfaction. Voilà, et il est important de noter que l'innovation, ce n'est pas seulement technologique, ça peut être dans des procédés, ça peut être dans des process. Voilà, donc c'est tout cela mis ensemble qui constitue en fait une entreprise innovante. Voilà. Et donc, dans ce sens, peut-être on aura l'occasion d'intervenir. L'industrie développe certaines actions en matière d'accompagnement à l'innovation. Donc, j'aurai le temps de présenter certaines de nos actions en la matière lorsque le moment viendra. Merci. Merci, M. Komara, pour toutes ces informations. Je laisse la parole maintenant à M. Jean-Tola Conan de la banque Ecobank, la banque panafricaine, qui va aussi se présenter l'institution. Et puis, ça va permettre aussi aux participants et aux panélistes de mieux savoir ce que propose Ecobank. Merci. D'accord.
Merci, Mme Kofi. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme l'avait dit, la Banque panafricaine, je pense que je n'ai pas besoin de trop m'attarder là-dessus. C'est une banque qui est là depuis 1985, présente dans 34 pays africains, avec plus de 32 millions de clients. Je suis ici basé en Côte d'Ivoire, qui est le hub pour notre cluster régional qui couvre les 8 pays de la sous-région, plus le Cap-Vert. Mon rôle au sein de Ecobank, c'est de piloter l'activité cash management, qui est pour peut-être un peu simplifier la chose, c'est aider les entreprises à optimiser leur flux transactionnel. Donc, notre rôle, c'est de permettre aux entreprises de facilement faire des paiements à leurs fournisseurs et leurs clients et aussi faire des collectes de fonds, donc recevoir des paiements de leurs clients. Voilà un peu succinctement. Donc, Ecobank, c'est quand même 3 stock exchange, Nigeria, BRVM et puis le Ghana. On a un certain nombre bien sûr, de terminaux de paiement électronique aussi sur le réseau et un certain nombre d'agences que je ne vais pas citer ici, mais en tout cas, on est présent. Et notre rôle, c'est vraiment de supporter les pays africains dans leur développement économique. Et dans ce rôle-là, nous finançons bien sûr des entreprises. On aura l'occasion de parler ici de certaines conditions qui permettent de supporter des entreprises innovantes ou start-up ou entreprises naissantes. Donc, ça me permet d'aborder un peu la question que vous avez posée. Je pense que les autres panélistes, mes collègues panélistes ont dit l'essentiel. Donc, je rajouterai peut-être l'agilité de ces entreprises innovantes qui doivent être à l'écoute constante du client. Ce n'est pas parce que l'entreprise est ancienne qu'elle ne peut pas être innovante. Ce n'est pas seulement les startups qui doivent être innovantes, mais toute entreprise qui se doit de mettre des clients au centre de ses préoccupations est censée être agile et pouvoir innover à chaque fois que le marché le demande, à chaque fois que les clients le demandent, pour justement rester en vie. Parce qu'une entreprise qui n'innove plus, elle va forcément mourir. On a vu le cas de Kodak qui n'existe plus parce que justement aujourd'hui, c'est très rare de voir des gens aller faire lavage de photos. On prend des photos avec n'importe quoi, notre téléphone portable, etc. Donc aujourd'hui, l'innovation, je dirais, plus de ce que mes collègues ont dit, c'est être en constante je ne dirais pas innovation encore, mais remise en cause et en constante écoute de ses clients pour pouvoir rapporter de nouveaux produits, de nouveaux services. Merci. Merci, M. Jean Toula-Kono. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que Ecobank est installé au Mali? Oui, il est présent dans tous les pays de la sous-région. D'accord, merci. Donc, nous allons aller à la deuxième question, qui est encore une continuité par rapport aux informations de nos experts. Ici, la question qui va se poser à nos deux experts, M. Kono et M. Komara, c'est de nous dire comment nos startups et PME africaines peuvent-elles obtenir un financement pour accroître leurs entreprises. Donc, je laisse la parole à ces experts-là, la personne qui souhaite parler en premier. Monsieur Komara, vous voulez y aller ou bien vous voulez que j'y aille? Je vais démarrer et certainement, sur mon intervention, vous allez pouvoir renchérir comme vous êtes. Vous êtes au cœur de l'écosystème du financement. Donc, on va, voilà, après que peut-être, parce que mon intervention, ce sera un peu de faire un peu de présenter, si vous voulez, le tableau tel que nous le percevons en termes de financement des startups dans l'écosystème. C'est vrai qu'on a ajouté PME aussi. Donc, c'est vrai que c'est quand même deux catégories d'entreprises totalement, qui sont quand même différentes. Hein. Il y a des questions liées aux PME, il y a des questions liées aux startups. Donc, lorsqu'on parle des startups, je vais commencer par cela. Dans l'écosystème, ce qu'on constate beaucoup plus, il y a peut-être, on va dire, trois
trois types de modes de financement que nous observons, ou on va dire de sources de financement que les startups ou les promoteurs de startups arrivent à capter. Ici, beaucoup plus en Côte d'Ivoire, vu que je connais beaucoup plus voilà, le cas de la Côte d'Ivoire, c'est surtout à travers l'émanation, on va dire les initiatives de soutien à ce type d'entreprise aux startups à travers les business plan competition. On a noté que ces dernières années, il y a eu une grande dynamique en la matière. Voilà, on a vraiment une dizaine d'initiatives de soutien à ces startups-là à travers ces business plan competition. Vous les connaissez, la CDC Academy. Il y a des initiatives de certaines entreprises comme UBA à travers Tony Olumelu. Il y a Orange, il y a MTN qui se lance sans faire de publicité également. Donc il y a le prix Castel, vous voyez donc pas derrière. Il y a des entreprises qui se lancent, bien entendu, et c'est très stratégique pour ces entreprises. Et c'est là tout le sens justement pour ces entreprises d'amorcer ou d'identifier aussi des opportunités d'innovation pour elles. Il y a également des initiatives, toujours dans ce sens-là. Je parle d'organisation, d'activités, de compétition, mais qui par derrière sont de véritables soutiens à ces startups, des initiatives qui sont prises également par l'État lui-même. Donc, il y a par exemple le prix du jeune entrepreneur émergent qui chaque année permet à des dizaines de startups d'avoir des financements. C'est vrai, ce n'est pas de grands financements, c'est des petits financements, mais qui peuvent aider au démarrage. Ce sont des montants qui vont de 3 millions à 10 millions de francs CFA en général, mais qui permettent à des startups de faire leur début, en tout cas de financer au moins les premières phases de prototypage ou bien d'identification de l'MVP avant d'aller beaucoup plus loin. Donc, il y a ça, on sent une forte dynamique là-dessus. Le deuxième axe qu'on pourrait voir, c'est l'initiative de certains fonds d'investissement. Il n'y en a pas tant, il n'y en a pas beaucoup, et dans tous les cas, nous, on en recherche. Il y a certains donc, qui essaient dans l'écosystème, mais vraiment, on peut les compter au bout des doigts, il n'y en a pas beaucoup, et donc qui, en collaboration souvent aussi avec des organisations, comme on appelle, les PTF, des partenaires techniques et financiers, arrivent donc à mettre en place certains dispositifs pour offrir des opportunités de financement aux startups. Et dernièrement, nous avons noté une initiative majeure, c'est totalement nouveau, en tout cas dans l'écosystème ici en Côte d'Ivoire. C'est une initiative qui a été lancée par CI20, qui est un groupement aussi de startups, mais qui se veut une agence aussi d'accompagnement des startups, en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et en relation avec l'AFD, qui ont mis en place une initiative qu'on appelle Startup Boost. Voilà, donc on va dire que c'est pratiquement un premier guichet, qui est offert aux startups, vraiment dans le type financement, voilà, et par derrière, il y a une agence, une microfinance, je crois c'est Finel, qui est chargée justement de mettre en place, en fait, de financer les startups qui vont accéder à ce guichet et à un taux de 8%, par exemple. Et ces startups-là pourront avoir des financements jusqu'à 50 millions, je crois, au maximum de francs CFA. Et c'est une enveloppe globale de 1 milliard. Donc ça, c'est innovant, c'est très récent. Je crois que le lancement s'est fait récemment. Et donc, ça, c'est une innovation en la matière. Donc, dans l'écosystème, c'est ce qu'on a aujourd'hui. La petite, enfin, le constat qu'on fait, on ne va pas dire la faiblesse, dans tous les cas, il y a Jean Tola qui est là qui pourra dire, c'est que, bien entendu, il y a l'écosystème naturel du financement, surtout le financement classique avec les banques, voilà, qui jusque-là, en termes de constat, n'offre pas beaucoup de services en la matière. Bon, monsieur Conan pourra le dire tout à l'heure. Donc, ça, on n'en voit pas tant. Bon, peut-être que ça va venir au fur et à mesure. Peut-être qu'il y en a déjà, mais on n'est pas informé. Donc, ça, c'est le constat qu'on a. C'est vrai qu'on a parlé des PME à côté. Et justement, les PME, en termes d'accès au financement aussi, peinent à avoir des accès via le canal classique au niveau des banques. Bon, on va dire, il y a, bien entendu, entre les PME et les banques, il y a une grosse asymétrie d'informations. Les PME se plaignent de ce que les banques n'offrent pas des offres de services adaptées aux PME et les banques se plaignent qu'elles n'ont pas suffisamment d'informations fiables pour pouvoir justement faire des prêts aux PME. Et nous, dans ce sens,
En termes d'initiative, la Chambre de commerce et d'industrie, sur certains programmes, essaie de jouer un peu un rôle d'interface entre les deux parties et ça marche par moment. C'est-à-dire, on essaie de rassurer les banques pour dire non, ce pool de PME, on les connaît assez bien et donc on fait souvent un travail d'analyse au préalable et on envoie, on va dire, des dossiers un peu plus élaborés auprès des banques qui regardent avec un certain intérêt ces dossiers qu'on apporte. Et par moment, ça marche. Ce n'est pas toujours que ça marche, mais par moment, ça marche. Donc, voici ce que je peux dire. Il y a des initiatives qui sont en cours, qui sont en train de se mettre en place. Je pense que vous le savez avec la création du GUD, du guichet unique du développement des entreprises, et puis le fonds de garantie donc, que l'État a mis en place pour pouvoir soutenir les PME qui, petit à petit, donc un fonds qui est destiné en tout cas à accompagner l'accès au financement pour les PME. Et bien entendu, lorsqu'on parle de start-up, après bien entendu le déplacement de start-up et puis PME, ne tarde pas souvent à se faire parce qu'à partir du moment où une start-up s'est créée, lorsqu'elle a fait l'initiative de création légale, d'enregistrement légal, du coup, elle rentre dans le registre des PME, tant que les conditions, je vais dire, de chiffre d'affaires, d'effectifs du personnel remplissent et respectent celles définies par la loi des PME que la Côte d'Ivoire a, c'est-à-dire un chiffre d'affaires maximum de 1 milliard et un effectif maximum de, je crois, de 200 personnes. Donc, tant qu'elle est dans ces limites-là, elle est considérée comme une PME. Donc, si c'est une start-up, c'est vrai, elle est innovante, elle est technologique, mais à partir du moment où elle s'est créée, elle rentre dans ce champ, et bien du coup, les possibilités d'accès au financement qui sont valables pour les PME, la start-up également, peut en bénéficier. Seulement, c'est que ces start-up-là qui sont orientées technologie ne sont pas très souvent comprises parce que lorsqu'elles présentent un business model, et ce n'est pas toujours que ce business model est compris par les banques, qui sont très souvent sur des secteurs classiques, agriculture, BTP, services. Donc, lorsqu'on voit une innovation et qu'on ne comprend pas que, bon, c'est quelque chose peut-être qui va prendre dans 3 ans, dans 4 ans, mais ça demande qu'on puisse accompagner pour que ça ait une maturité. Et donc, le financement peut-être que présente la banque n'est pas forcément adapté à cela. Et c'est là où il faut certaines initiatives comme celle que l'État a prise, parce que souvent, il faut que l'État s'implique davantage. Et c'est ce que nous saluons, mais c'est des initiatives à développer davantage, voilà, pour que ça puisse servir un maximum de start-up. Voici ce que je peux dire sans être plus long que cela. En termes, selon mon analyse, en termes de possibilités qui sont offertes aux startups, donc je résume, il y a ces initiatives-là dont les startups peuvent bénéficier en termes de business plan de compétition. Il y en a davantage, franchement, où une startup peut avoir, un promoteur de startup peut avoir jusqu'à 10 millions de francs CFA, ça existe. À côté de cela, il y a quelques startups qui arrivent à aussi avoir à bénéficier d'opportunités auprès de fonds d'investissement. Il y en a qui ont reçu des levées de fonds extraordinaires. On a par exemple la start-up avec Jamo qui a pu avoir jusqu'à 9 milliards de francs CFA, mais ce sont des fonds qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas ici. Donc là aussi, il y a un travail d'information et d'identification de canaux à faire pour que ça puisse bénéficier un maximum de personnes. Et il y a cette initiative nouvelle de l'État qui permet également aux startups d'accéder à des guichets de financement comme on pourrait en avoir au niveau des banques. Merci encore à M. Komara pour toutes ces informations que nous avons pu bénéficier. Je crois bien que M. Jean Tola Conan de Ecobank nous donnera aussi des pistes pour avoir accès au financement de nos startups africaines et PME. Monsieur Conan, je vous laisse la parole. Oui, merci, Mme Kofi. Monsieur Komara, merci beaucoup. Il a vraiment bien planté le décor. Je pense qu'effectivement, on a notre rôle à jouer dans le développement justement de ces startups, de ces PME. C'est pour ça qu'on est là. Je dis souvent, quand on dit les banques ne financent pas telle activité, je dis mais que les banques vivent par financement, c'est notre cœur de métier, on est là pour ça. Et si on se rend compte que tel ou tel secteur n'est pas bien financé ou alors on a l'impression que les banques ne sont pas intéressées, c'est à cause du facteur risque. Parce que notre travail est très simple. On a des dépôts qui viennent de déposants, donc c'est des personnes ou des entreprises qui nous font confiance et qui nous confient leurs fonds. Et on a des demandeurs de financement à qui on prête cet argent. Et ce dont on veut être sûr, c'est que l'argent qu'on a prêté revienne.
pour qu'on puisse faire quoi? Continuer à garantir cette confiance que les déposants ont envers nous. Donc, c'est un mot-clé, c'est la confiance. Et à chaque fois qu'on a une demande de financement, que ce soit une grande entreprise, une petite entreprise, une PME ou une start-up, la chose qu'on regarde dans un premier temps, c'est comment est-ce que cette entreprise est structurée et est-ce que cette entreprise, son activité lui permet de faire face au service de la dette. D'accord? Donc, je pense que ce que nous essayons de faire au niveau de la Côte d'Ivoire, de Ecobank, pardon, c'est ces startups qui nous intéressent énormément, de les aider, surtout quand elles sont innovantes, de les aider à se structurer, de les former, d'accord, et aussi de chercher des fonds de garantie qui vont nous aider à sécuriser les prêts qu'on va leur faire. Donc, le premier frein, à la limite, je dirais, ça vient de l'entreprise startup elle-même. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a une idée innovante qu'elle est forcément bien structurée pour pouvoir être sur le marché et avoir accès à des financements. Donc, il faut vraiment que du point de vue pilotage de l'entreprise, gestion financière, il faut que tout ça soit bien ficelé et huilé et qu'il y ait des reportings comptables bien faits. Donc, je pense que, et ça, c'est aussi peut-être un clin d'œil à M. Komara, il faut absolument, si ce n'est pas encore fait, que la Chambre de commerce puisse aider à encadrer, à former, puisque nous avons un volet formation, à former ces innovantes à se structurer. C'est vraiment très important. Après, bien sûr, l'éducation financière des dirigeants de cette entreprise va de pair avec cette structuration. D'accord? Le niveau de maturité en termes de finances, c'est aussi important. C'est pour ça qu'avant 3 ans, on a du mal à financer ce type d'entreprise. Mais après 3 ans, on s'est dit que l'entreprise sait produire des états financiers. On s'est dit que l'entreprise a survécu pendant 3 ans et elle sait venir, n'est-ce pas, présenter ce qu'il faut pour nous rassurer et que nous, on puisse prêter et voilà, prendre le moins de risques possible pour ne pas mettre en péril les dépôts de ceux qui nous ont fait confiance. C'est qu'au niveau de Cobank, et c'est très pratique, on a un programme qu'on appelle Élevé qui a été lancé il y a environ 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, qui permet premièrement d'encadrer les femmes. Donc, on les forme. Okay, les entreprises pilotées par des femmes ou des entreprises dont les activités sont destinées aux femmes. Donc, ces entreprises-là, d'accord, nous les identifions et on les met dans le programme Élevé. Donc, on les forme. Ensuite, on va s'appesantir sur les transformations digitales parce qu'on se dit, si l'entreprise a ses processus qui sont digitalisés, elle optimise en fait sur ses bénéfices et elle apporte beaucoup plus de services à valeur ajoutée à ses clients. Donc, il y a le volet digitalisation et le volet financement. Donc, c'est les 3 qui vont ensemble. Une fois qu'on est sûr que l'entreprise est bien formée, qu'elle a les états financiers, elle a tout ce qu'il faut, et qu'on est sûr que l'entreprise est dans un processus de transformation digitale, nous sommes prêts à analyser les dossiers de financement sans aucun problème. Donc, on en finance. Je pense que, encore une fois, on est vraiment là pour ça. Les entreprises aussi qui démarrent doivent peut-être se rendre compte qu'elles ont besoin d'avoir accès à certains types de financements qui sont plus adaptés à leurs activités. On a entendu Gambo qui a levé. Avant de lever des fonds, ils ont eu ce qu'on appelle le love money. Tous les nouveaux entrepreneurs savent que pour que tu puisses d'abord, pour que tu puisses aller vers des banques pour demander de l'argent, il faut que ton entourage soit déjà convaincu et soit prêt à prendre des risques dans ton entreprise. Donc, il faut pouvoir lever des fonds autour de toi avec les gens qui t'aiment et qui croient en toi. Et aussi être conscient que être entrepreneur, c'est pas seulement avoir une idée, mais c'est aussi avoir de l'argent. Souvent, les entrepreneurs qui ont réussi ne disent pas peut-être toute la vérité. C'est très difficile d'être entrepreneur. C'est très difficile. OK? Moi, j'ai eu une expérience d'entrepreneur avant de m'installer en banque. C'est très difficile. Il faut avoir de l'argent. OK? On ne peut pas monter une entreprise si on n'a pas de fonds, parce que ni les banques ne te feront confiance dans un premier temps pour te prêter de l'argent, ni ceux eux-mêmes qui sont des capital risques ne vont mettre de l'argent dans ton entreprise
si tu n'es pas capable de leur montrer la valeur ajoutée de cette entreprise. Et pour montrer cette valeur ajoutée, il te faut de l'argent pour démarrer. Donc, ça, c'est un premier élément important. Après, il y a, comme je dis, le capital risque avant même de penser justement à venir pouvoir faire des financements. Donc, pour résumer, et comme ça, je vais vous redonner la parole. Oui, on est prêt au financement. Oui, on est prêt à accompagner les PME, PMI, les entreprises innovantes. En même temps, il faut vraiment les accompagner, pas seulement sur la partie financement, mais surtout sur la partie organisationnelle pour qu'elles soient prêtes à être financées. Et là, nous sommes très preneurs puisque c'est ça notre métier. C'est là-bas qu'on gagne de l'argent, donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas faire le financement. Je vais m'arrêter à peut-être prendre d'autres questions un peu plus tard. On n'est pas monopolisé la parole. Merci, Monsieur Conan. Merci encore pour toutes ces informations. Je vais m'adresser à Mademoiselle Awali du Mali. Et la question qui sera posée, c'est pour vous qui êtes dans le conseil. Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez dans l'environnement de votre secteur d'activité au niveau du Mali? Merci beaucoup, Nadège, pour la question. Et j'aimerais remercier mes prédécesseurs pour les différents propos tenus. Juste avant de réagir à la question, j'aimerais peut-être rajouter juste un seul point aux différents éléments qu'ils ont évoqués. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils l'ont dit, c'est très compliqué pour une start-up d'avoir accès aux solutions de financement. Parce que d'un côté, OK, il y a beaucoup de problématiques au niveau des startups parce qu'une startup, par définition, elle est toujours en recherche de modèles économiques ou souvent, elle est toujours en construction d'un modèle économique viable. Donc, c'est compliqué pour les institutions de financement de leur accorder la confiance. Donc, la notion de confiance revient toujours ou de leur accorder des fonds. Il y a toujours aussi les problématiques en termes de compétences en matière de gestion financière qui se posent. Mais un point qui peut être intéressant pour les startups, notamment les startups qui ont de forts impacts sociaux, c'est de faire appel à tout ce qui est système de crowdfunding. Aujourd'hui, les gens commencent à être de plus en plus aware, de plus en plus intéressés par ça. Donc, quand on a des projets qui généralement ont de forts impacts sociaux, se tourner vers des solutions de crowdfunding peuvent être intéressants. Donc, on expose son projet sur des plateformes de levée de fonds, on fait la promotion et éventuellement des personnes peuvent être intéressées. Maintenant, d'une plateforme à l'autre, les conditions de ces levées de fonds peuvent évoluer. Souvent, on peut proposer des contreparties aux personnes qui vont souscrire au soutien de nos projets ou éventuellement voir d'autres types de pistes de récompense des personnes qui nous soutiendront. Donc, voilà le point que je voulais ajouter à ce niveau. Donc, pour revenir à ta question, Nadège, aujourd'hui, quel apport nous, on peut avoir sur le marché, notamment auprès des entreprises, des PME et comment on appelle ça, des startups de la place. Aujourd'hui, plusieurs problématiques ont été relevées tout à l'heure par nos collègues qui sont plus dans les systèmes financiers. On a parlé du manque de compétences dans tout ce qui est gestion de la comptabilité ou des finances de façon générale. Nous, à travers les technologies, ce qu'on peut faire, c'est accompagner les gens, par exemple, dans la mise à disposition de logiciels de gestion intégrés, ce qu'on appelle des ERP aujourd'hui, qui permettent de faciliter ou du moins de numériser la gestion de bout en bout. De cela en passant des ressources humaines au volet commercial, à la comptabilité. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir toutes les compétences techniques d'élaboration de bilan comptable, de gestion de mes factures ou de mes devis. À travers un logiciel, tout est automatisé. Et ce que je peux faire derrière, c'est peut-être d'avoir un conseiller financier qui, à la fin, peut m'aider à structurer mes états et à faire le pont avec les impôts. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans le conseil, dans la visibilisation, etc. Mais de mon côté, j'ai aussi des manquements sur le volet financier parce que quand on se lance, on n'a peut-être pas forcément les moyens d'embaucher un financier, un auditeur, etc. Ces logiciels-là accompagnent et aident énormément dans ce volet. Maintenant, aujourd'hui, un gros point qu'on apporte aussi, c'est l'accompagnement dans tout ce qui est gestion du changement. Par exemple, pour une entreprise qui est bien établie et qui veut aller vers une diversification de ses offres ou une innovation dans ses services, on accompagne dans la gestion de cette transition-là parce que souvent, les équipes sont adaptées à un système qui est bien ancré
le changement apporte toujours des perturbations et l'être humain, par définition, aime rester dans sa zone de confort. Donc, souvent, il y a des réticences qui sont là, qui peuvent être à plusieurs niveaux. Donc, accompagner dans ce processus-là fait partie également de nos missions. Maintenant, de façon très globale, aujourd'hui, les entreprises, on les aide à avoir accès à des solutions digitales qui les facilitent la vie dans la gestion quotidienne de leur business. Et ça leur permet déjà des économies en termes de ressources humaines, mais surtout dans une certaine efficience et une transparence dans la gestion quotidienne qui peut apporter la confiance requise quand ils font face aux financiers, au système de financement, parce qu'ils ont une traçabilité dans leurs opérations, ils ont une certaine efficience dont ils vont jouir dans leur gestion quotidienne et ça permet de les crédibiliser auprès des institutions de financement. Donc, en termes de conseils, au-delà de l'aspect communication, l'aspect visibilité, c'est vraiment ces aspects-là qu'on privilégie auprès des startups, des PME, parce que dans la gestion quotidienne, lorsqu'on est en phase de lancement, c'est très compliqué de supporter ou de répondre à certaines exigences. Donc voilà, de façon très ramassée, ce que je peux dire à ce niveau. Et je reste ouverte pour réagir aux autres. Merci. Merci, mademoiselle Awali. Je vais laisser la place à monsieur Gibar. Monsieur Gibar qui exerce dans un domaine un peu plus spécial, le drone et la blockchain. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce secteur d'activité et depuis la création de votre entreprise, avez-vous un appui de structure ou même de l'État de Côte d'Ivoire au niveau des modèles de financement, levée d'investissement, les fonds d'investissement ou bien la crowdfund? Vous pouvez nous en parler. Comment vous avez pu? D'accord. Donc, pour répondre à la question d'une façon peut-être détaillée qui peut satisfaire tout un chacun, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des experts, que ce soit en finance, nous avons aussi la Chambre de commerce qui est présente. Donc, je pense que je vais essayer d'envoyer des messages à tout le monde pour en tirer profit de cette rencontre. Alors, en fait, déjà, pour la société Côte d'Ivoire Drone, la création de la société, tout simplement, la motivation, si je dois parler de la motivation, c'est tout simplement le fait de migrer d'un système militaire à un système civil. Parce qu'à la base, je suis un ancien pilote de chasse au Maroc et je n'ai pas eu l'occasion de finir dans le service militaire. Et ça, c'est par rapport à un problème personnel qui est un peu dû à ma mère qui ne voulait pas que je reste dans le service militaire. Mais à tout prix, je voulais rester dans les engins volants. Donc, c'est pour ça que j'ai migré vers les drones, tout simplement. Je pouvais faire des poulets aussi ou des pigeons, mais je pique plus vers la technologie. Donc, c'était un petit peu ça le choix. Maintenant, la société, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, s'est développée d'une manière, je dirais, phénoménale. Et ça, c'est grâce d'abord à Dieu et grâce à l'équipe qui m'a accompagné, parce que nous... dans notre activité, on ne cherchait pas tout simplement le bénéfice, mais on cherchait aussi l'impact sur la société, l'impact sur la communauté. Et donc, si vous voulez aujourd'hui avoir un business model réussi, si vous n'avez pas d'impact, je ne pense pas que votre business model va vraiment réussir. L'impact est très, très important et ça, on le voit déjà parmi les grands de cette planète, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Elon Musk, que ce soit Zuckerberg. Alors, toutes leurs solutions, ils ont d'abord de l'impact avant de demander un chiffre d'affaires, avant de demander de l'argent. D'abord, on voit ce qu'on propose à la communauté. Et ça, c'est une règle, malheureusement, que beaucoup de start-upers n'ont pas encore compris. Donc, alors, ce qui a motivé le choix, parce que Côte d'Ivoire Drone, ça existe depuis 2017 et je l'ai légué à une autre personne qui la gère aujourd'hui, parce que j'ai migré sur un autre projet. Mais ce qui a motivé surtout le choix de la blockchain, et c'est ça le sujet pour moi le plus important, parce que ça touche un petit peu à la finance. C'est vrai qu'on parle de la DeFi, ou ce qu'on appelle la finance décentralisée, chose parfois sur laquelle les banques ne sont pas d'accord, parce que quand on parle de la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui hérite un petit peu les banques. Je peux comprendre, mais ça finira par s'imposer. En fait, ce qui a motivé ce choix, c'est ce contact qu'on avait avec les agriculteurs.
Parce qu'avec la technologie de drone, justement, on a eu l'occasion pendant des années à cartographier des plantations agricoles, à faire l'accompagnement avec l'intelligence artificielle pour beaucoup de ce qu'on appelle les smart farmers, les small farmers plutôt, les petits agriculteurs. Et nous avons pu comprendre un peu les problèmes dont souffre cette communauté. Et là, je parle des petits agriculteurs et les petites coopératives agricoles. C'est d'abord, et là, je pense que les banques sont au courant de ça, c'est un problème d'accès au financement, c'est un problème d'accompagnement, un problème d'accès à la sémence, un problème carrément de commercialisation. Ça, sans parler de côté social qui est carrément la déscolarisation des enfants. Vraiment, ils souffrent de beaucoup de problèmes. Donc, on s'est dit, pourquoi aujourd'hui ne pas chercher à utiliser cette technologie de la blockchain pour pouvoir faire des petites levées de fonds pour ces agriculteurs. Donc, la blockchain, d'abord, elle va participer dans le fait de revoir un petit peu la chaîne de valeur agricole pour éliminer la plupart des intermédiaires qui font grimper le prix de la matière première quand il arrive au marché, tout simplement, en passant par les transporteurs, en passant par les revendeurs, en passant par beaucoup de personnes. Donc, rien que le fait d'intégrer la blockchain, déjà, on peut revoir le prix à 25% à la baisse, parce qu'on revoit pratiquement toute la supply chain agricole. Et par la suite, justement, proposer un mode de financement qui est facile et fiable à un certain niveau, pour ces investisseurs qui sont parfois et souvent en dehors de la Côte d'Ivoire ou même carrément en dehors de l'Afrique, mais qui aimeraient quand même investir dans le côté agriculture. Pourquoi l'agriculture? Aujourd'hui, je ne vous apprends rien de nouveau, on vit une crise alimentaire. Alors la sécurité alimentaire aujourd'hui, c'est un débat qui est très important, qui est autant important que le débat de crédit carbone, par exemple, ou d'autres débats comme ça. Alors, on se disait, on va faire une sorte d'étude pour voir est-ce que certains business angels ou peut-être des family office ou des plateformes aussi de crowdfunding, pourquoi pas, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à la culture en Afrique de l'Ouest? Et le résultat était vraiment très satisfaisant. Donc, on a pensé à cette technologie, ou plutôt à cette matière, ou à cette manière de financer qui est la crypto-monnaie. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle de la crypto-monnaie, c'est quelque chose que nous, les Africains, en général, on n'a pas vraiment bien compris cette technologie. Et même à l'Occident, hein, ce n'est pas encore très, très bien compris, mais je peux dire qu'aux États-Unis, par exemple, ou en Europe ou en général, cette technologie est mieux comprise qu'en Afrique. Parce que malheureusement, ici, on l'associe toujours à de l'arnaque, on l'associe toujours… ça, c'est encore plus quand vous dites agriculture, levée de fonds, et crypto-monnaie, automatiquement, on vous traite d'agro-business, IVA.com et tout ça. Donc, il y a quand même un vécu parmi la population, parmi même les investisseurs, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons déjà un travail énorme à faire, un travail pédagogique à faire pour faire comprendre d'abord aux investisseurs locaux que c'est un projet qui est fiable et c'est un projet qui peut justement assurer un certain niveau, une certaine sécurité alimentaire, au moins pour la population locale. Mais depuis, et là je vous dis vraiment ce qui s'est passé, depuis que nous avons déclenché cette levée de fonds, je ne vous cache pas, on a eu peut-être l'ensemble de la levée qu'on a faite en Côte d'Ivoire, ça ne dépasse même pas 27 millions de francs CFA. Alors qu'aujourd'hui, à l'Occident, en l'espace de même pas 10 jours, on a déjà dépassé le 1,5 million de dollars. Mais ça s'est passé avec des pitchs. Mais le problème qui se posait, et là je m'adresse aussi aux banques, c'est qu'on avait besoin justement d'une institution bancaire qui peut nous accompagner pour faire la collecte des fonds. Et là, automatiquement, quand on a commencé à parler, il y avait un certain amalgame. Est-ce que ce n'est pas un appel public à épargne? Est-ce que c'est de la crypto? Alors qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ou même dans l'espace CEDEAO, on a un vide juridique par rapport à cette affaire de crypto-monnaie. Donc, la solution n'était pas les banques. Sachant qu'aujourd'hui, il y a certaines banques que nous avons approchées au début. Quand ils ont commencé à voir le montant de la levée, comment la levée se passe, ils nous ont recontactés. Ah, est-ce que j'ai dit non, je suis désolé, il fallait croire en moi au début. Aujourd'hui, j'ai une autre solution. Et cette solution se résume justement à une solution comme Jamo. Tout à l'heure, vous avez parlé de Jamo. Jamo, c'est une société, c'est une start-up que j'ai suivie de plus près parce qu'ils ont été… Si on doit parler de secret de la réussite de Jamo, tout simplement parce que Jamo a été incubé chez Y Combinator. Et c'est le meilleur incubateur aux États-Unis. Sinon, ils n'allaient pas avoir une stratégie en béton comme ça. Donc, alors la solution, c'était quoi? C'était de se diriger vers un agrégateur de paiement
et on en a un seul en Côte d'Ivoire qui accepte la crypto-monnaie et qui fait ce qu'on appelle la procédure de KYC ou Know Your Customer pour lutter contre tout ce qui est blanchiment de capitaux, détournement de fonds, tout ce qui est terrorisme et tout ça. Donc la société s'appelle Yellow Card. C'est une société qui est installée ici en Côte d'Ivoire, qui sont basées à la Silicon Valley et qui ont toutes les autorisations aujourd'hui pour travailler dans le domaine de la crypto. Donc, on était obligé de suivre un processus de certification avec eux, ce qu'on appelle la certification OTC. Et là, je pense que les banquiers connaissent très bien ce terme. C'est un marché gré à gré, tout simplement, qui a permis à cette société d'auditer notre société pour être sûr que les fonds viennent d'une source qui est sûre et qui est justifiée de nos investisseurs. Et après, cette société va accepter notre crypto-monnaie et elle va la transformer en francs CFA, nous faire un virement bancaire sur notre société pour pouvoir commencer notre activité. On aurait aimé le faire avec une banque. On aurait aimé avoir des investisseurs africains ou ivoiriens, pourquoi pas, mais je suis désolé, je n'en ai pas eu. Alors, j'étais obligé de me diriger vers les Occidentaux qui ont mieux compris mon business model. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, ils s'arrachent les places pour acheter un ticket dans l'étape seed, parce qu'actuellement, on est en seed, dans la 3 étapes seed, private et public. Mais dans l'étape seed, il y a une guerre aujourd'hui pour les tickets. Et on commence déjà à se poser la question sur la scalabilité du projet, carrément. On se dit, bon, on va le lancer en Côte d'Ivoire, mais il y a certains investisseurs qui vous disent, bon, Monsieur Marwan, bon, 5 millions de dollars pour ce projet, moi, je la trouve trop petite. Alors moi, je suis prêt à injecter beaucoup plus, mais est-ce que vous êtes capable d'aller au Mali, d'aller au Burkina et me faire le même projet parce qu'on parle de la sécurité alimentaire. Donc, moi, pour résumer et pour passer la parole, je pense qu'il y a un travail vraiment à faire des 3 côtés. Que ce soit le côté des startups et les PME en général, parce qu'aujourd'hui, on a une zone de nuance entre les deux. Ils doivent être beaucoup plus clairs sur leur business model. Et là, je rejoins tout à l'heure, je ne me rappelle pas qui a parlé de ça, mais être un entrepreneur, peut-être, moi, j'ai vu pas mal de success stories, que ce soit à la télé, que ce soit sur les chaînes, mais ils parlent de, oui, on peut démarrer de rien. Non, mais ça, c'est faux. On ne peut pas démarrer de rien. Arrêtez de vendre du rêve aux jeunes. Personnellement, pour que je puisse convaincre les investisseurs, aujourd'hui, sur des fonds propres, on a déjà dépassé 300 millions de francs CFA d'investissement. D'abord, si vous n'avez pas des fonds et si vous n'avez pas un investissement et si vous-même, vous n'injectez pas votre propre argent dans le projet, un business injuste, croyez-moi, il ne va pas croire en vous parce qu'il va déposer son argent. Il faut un retour sur investissement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça dépend de votre business plan. Là, après, maintenant, on ne parle plus de business model, mais on migre carrément sur un business plan sur pratiquement 3 ans ou 5 ans. Donc, le travail d'abord, il faut que les startups puissent avoir un accompagnement. Et je pense que la Chambre de commerce aujourd'hui, je pense qu'il a bien compris ça. Et d'après ce que j'ai entendu, ils sont en train de faire un travail vraiment immense pour pouvoir cadrer ces startups. Parce que parfois, ils ont des bonnes idées, mais ça ne va pas les exprimer. Une banque ne va pas te donner l'argent juste parce que tu as une idée, tu as rêvé d'une idée comme ça. Non, il faut des garanties. Alors parfois, il faut une sorte de gateway ou une interface plutôt qui va permettre aux banquiers de comprendre mieux la startup et qui va permettre à la startup de mieux expliquer à la banque. Maintenant, moi, ce que j'ai à reprocher, entre guillemets, aux banques, c'est que parfois, on se retrouve en train d'expliquer un domaine ou un secteur d'activité que la banque n'a pas d'informations dessus. Quand je parle de la finance décentralisée, ils disent non, attends, c'est la crypto-monnaie. Je dis, mais attendez, BlackRock, ça vous dit quelque chose? BlackRock, ils sont dans la crypto-monnaie. Il y a des banques aujourd'hui, mais ils peuvent acheter des pays entiers. Mais ils n'acceptent pas les business de la crypto-monnaie comme ça. Ils n'acceptent pas les business du Web3 ou la blockchain comme ça. Il y a certaines conditions à remplir. Donc, cherchez à vous renseigner aussi. Ou ayez peut-être des consultants en interne qui peuvent parfois choper les bonnes opportunités. Parce qu'aujourd'hui, je fais ma levée de fonds, vous ne m'accompagnez pas. Mais demain, quand je vais la boucler, tout le monde va se jeter sur la startup pour dire moi, je vais héberger tes fonds, moi, je vais garder tes 5 millions de dollars. Moi, je préfère les garder à l'étranger, je suis désolé. Donc, il faut un travail un peu… moi, je serais partant pour une plateforme d'échange entre les 3 parties. Peut-être là où les startups peuvent s'exprimer, là où les banques vont mieux comprendre aujourd'hui leurs besoins, et là où l'État aujourd'hui doit peut-être accompagner ces startups parce que c'est vrai, il y a un travail qui se fait aujourd'hui et là, le groupe CI20, j'en fais partie, mais un peu de loin parce que je suis un peu avec eux dans ce qu'ils font. Mais 10 millions de francs CFA pour une startup, ça n'achètera même pas des bureaux. Mais ça reste un début.
Parce que parfois, même ta propre famille ne croit pas en toi, il ne te donne même pas 1 million. Estime-toi heureux si l'État t'a donné 10 millions de francs CFA. Mais je pense aujourd'hui que l'État doit chercher à développer, et ça c'est juste mon avis personnel et je finirai avec ça, doit chercher à développer peut-être des plateformes de crowdfunding, en Côte d'Ivoire, pourquoi pas, qui sont financées justement par des initiatives locales et aussi encourager tout ce qui est initiative d'incubateurs. Parce que c'est ce que justement la Chambre de commerce essaie de jouer aujourd'hui. C'est à peu près le rôle d'un incubateur. Oui, tu as l'idée, mais viens, tu dois être incubé. Je dois d'abord t'incuber pendant 6 mois pour m'assurer que tu as les épaules pour porter ce projet. C'est après, je vais faire mon injection. Mais ce n'est pas juste bonjour, tu vas faire un pitch deck de 5 minutes et après on te donne l'argent. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, je pense que déjà, on a touché l'essentiel. Et je pense que chaque partie doit commencer à réfléchir un petit peu sur ce qu'il doit mettre en œuvre pour pouvoir un peu booster les startups. Parce que croyez-moi, moi je suis en contact avec beaucoup de startups à l'étranger. Les choses vont très vite et on est très, très en retard. On est très en retard, surtout avec l'arrivée de la blockchain et le Web3. Maintenant, on voit de l'intelligence artificielle avec ChatGPT et compagnie. Ah, franchement, il faut qu'on se bouge un petit peu. Donc, je pense que déjà, l'État a bien compris le pari. Là, on parle d'une Côte d'Ivoire émergente. On est déjà sur le chemin de l'émergence. Mais je pense qu'il faut accélérer un petit peu la cadence. Et les banques, je pense qu'ils doivent être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus ouvertes et essayer d'explorer des domaines qui ne connaissent pas. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Aujourd'hui, ils doivent chercher à comprendre est-ce qu'il n'y a pas d'autres business models qui peuvent rapporter gros. Parce qu'on l'a compris, la banque, elle en veut pour son argent, tout simplement. Il ne fait pas de la charité. Et merci beaucoup. Merci, Djeba, pour toutes ces informations. Je vais m'adresser directement à nos experts parce que nous avons un peu de temps, il nous reste. Chaque expert va au moins s'exprimer en 3 minutes chaque. Donc, ma question va se poser à M. Conan de Ecobank. En tant qu'institution financière, que peuvent être les freins liés à un financement des startups et PME africaines auprès de votre structure? Et à M. Komara, ça sera pourquoi l'accès à l'information est-elle une difficulté pour nos startups et PME africaines? Je vous laisse la parole pour 3 minutes chacun. Ces points-là tout à l'heure, les freins, premièrement, c'est le niveau de maturité des entrepreneurs quand dans les startups, il faut qu'on se rassure que eux-mêmes ils sont assez solides et qu'ils comprennent un peu les enjeux liés à la finance avant on puisse les financer. Deuxième frein que je vois pour ces startups innovantes, c'est tout ce qui est fonds de garantie. Aujourd'hui, nous pensons qu'au lieu que l'État fasse des concours pour les encourager avec 1 million, 2 millions, il faut peut-être que l'État mette en place un fonds de garantie qui permettrait aux banques d'être plus rassurées. Et ce fonds-là, il viendrait au secours de ces startups si jamais il y en a qui font défaut. Donc ça, c'est deuxième chose. Après, il y a tout ce qui est incubateur. Il faut qu'on en ait beaucoup plus en Côte d'Ivoire pour aider ces entreprises à se structurer correctement. Je pense que essentiellement c'est ça, parce que si une entreprise est bien structurée, est bien gouvernée, a de bonnes idées, elle pourra forcément générer des fonds qui lui permettraient de faire face au service de la dette. Et si on fait face au service de la dette, je ne vois pas pourquoi une banque ne va pas financer. Voilà, donc je pense que c'est ce que je peux dire. Merci. Merci, M. Conan. Monsieur Komara, vous avez la parole pour nous donner la solution. Pourquoi l'accès à l'information est-elle une difficulté pour nos startups et PME africaines? Alors, l'accès à l'information, l'information est disponible, il faut aller vers. Voilà, je pense que nous, participer à de tels webinaires, on est toujours dans l'action d'information. Je vous disais, bon, j'étais à l'appui aux entreprises, bon, maintenant je suis à l'innovation, au marketing et à la communication. Donc, il y a un gros travail que nous sommes en train de faire pour davantage informer déjà sur ce que nos chambres de commerce et d'industrie, ce que nous sommes, ce que nous faisons et porter l'information dans tous les cas au maximum. On continue de le faire, mais
Je pense que ça véhicule pas mal. Ça véhicule pas mal. C'est également aux startups d'avoir ce réflexe-là, de s'orienter vers des structures d'accompagnement, d'avoir justement ce réflexe de se faire accompagner, de se faire guider, de se faire orienter, de prendre conseil, de ne pas toujours aller seul, parce que quand elles vont seules, justement, elles ne sont pas comprises, elles sont pas, la confiance n'y est pas, et lorsqu'on les accompagne, ça produit quand même des effets. Et je voudrais, juste en réponse à M. Conan qui a justement, qui nous demande, qui nous fait la recommandation d'accompagner davantage les startups, et c'est ce que nous faisons. C'est vrai que j'ai parlé de pas mal d'initiatives, mais je n'ai pas parlé de cette initiative sous-régionale qui est portée par la commission de l'UEMOA, qu'on appelle Tremplin Startup UEMOA, et dont je suis le point focal ici en Côte d'Ivoire. 2 éditions se sont déjà écoulées. On a eu certaines startups ivoiriennes qui ont pu accéder quand même à des petits financements. Ce n'est pas grande chose, mais par derrière, c'est un programme de renforcement des capacités et d'accompagnement qui est aujourd'hui en train d'être mis en œuvre, qu'on va lancer en début du mois prochain, et qui va consister à accompagner les lauréats, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'appui à bien gérer justement les finances, et que ce soit aussi dans l'accompagnement vers les structures de financement. Donc, M. Conan, je vous fais un clin d'œil là-dessus. Vous avez sollicité que justement ces startups soient mieux organisées, mieux structurées, que le pilotage soit amélioré, et qu'il y ait justement un système de reporting comptable bien assis. Eh bien, sachez que ce sont des startups donc, que nous allons accompagner dans ce sens, qui sont déjà des entreprises qui existent. Ce sont des PME dans tous les cas qui fonctionnent. Voilà, nous allons leur accompagner, enfin leur apporter un appui supplémentaire, et sans doute qu'on ne va pas manquer de vous tenir informés pour que vous regardiez également ce qui est faisable. Et en même temps, je fais un clin d'œil aussi à Awali qui, je crois, qui a dit qu'elle dispose justement de services en termes de logiciels de gestion intégrés. Ben, ça pourrait éventuellement intéresser ces entreprises-là. Donc, je pense qu'on va maintenir le contact. On aimerait en savoir plus sur ces éléments. Et en même temps, à la fois à Awa et à Marwan, pour ce qui s'agit des possibilités en termes de crowdfunding, s'il en existe, merci de nous porter l'information. On connaît bien ce système de financement. On sait qu'il est beaucoup plus en vogue en Occident. Pour ce qui s'agit d'ici, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu certaines initiatives, mais qui ne sont pas allées très loin. Je ne sais pas à quel niveau nous sommes aujourd'hui, mais on sait par l'expérience qu'on a eue en termes de partage d'expérience sur certaines missions, en France notamment, on a pu voir que c'est également un canal qui fonctionne bien, en tout cas, mais je ne sais pas si, à l'heure actuelle, en Côte d'Ivoire, on a un système qui fonctionne dans ce sens. Bref, on est à la recherche d'informations en la matière. Et puis, pour tout ce qui s'agit des possibilités en termes d'incubateurs, voilà, on a dit que Jamo a bénéficié de l'appui d'un incubateur aux États-Unis. C'est toutes ces informations que nous aimerions avoir. Qu'est-ce qui fait qu'ici, on n'en a pas? Qu'est-ce qui fait que, c'est peut-être là-bas, on peut avoir, et même si on peut avoir là-bas, ce n'est pas tant mauvais, mais comment on y accède? Voilà, comment aider davantage de startups à avoir accès à ce genre d'appui, mais également comment faire de telle sorte que notre écosystème soit beaucoup plus mature et qu'on n'ait pas toujours le besoin d'aller à l'extérieur pour avoir ces appuis. Je pense que c'est autant de pays sur lesquels nous devons travailler. En tout cas, nous, Chambre de commerce et d'industrie, nous sommes totalement disponibles. Pour vous qui êtes beaucoup plus en contact avec cet écosystème des startups et tout, sachez que nous sommes là pour avoir l'information, pour regarder. Allô, Monsieur Komara? D'accord. Perdu. OK, donc on va laisser la parole à nos 2 jeunes dames pour des propositions, des pistes de propositions par rapport à l'État et par rapport aux institutions financières et à des partenaires pour les financements. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire à ce niveau? Mademoiselle Awali et Madame Dwo, vous avez la parole pour 2 minutes. D'accord, merci Nadège. Je pense que beaucoup de propositions ont été énoncées dans la plupart des interventions. Je pense qu'aujourd'hui, la plus grande problématique à laquelle les startups ainsi que les PME font face quand elles sont
confrontés à des institutions de financement, c'est le manque d'adaptabilité de leur modèle aux exigences de ces institutions-là. Parce que les réalités des banques et des institutions des financières sont de telle sorte que on va demander soit des garanties, soit des bilans financiers, soit des états, etc. Beaucoup de choses que souvent ces structures n'ont pas à disposition, beaucoup d'exigences que ces structures n'ont pas à disposition. Ça, c'est une première problématique auquel, en tant que start-up, on est confronté. Et souvent, il y a aussi une mauvaise compréhension du business de l'entrepreneur, de l'activité ou tout simplement du secteur d'activité dans lequel on évolue. Je pense que M. Djebar l'a dit tout à l'heure dans son intervention. Quand on évolue dans la blockchain ou dans X ou Y technologie, qu'on fait face à un financier qui n'a jamais entendu parler de ça ou qui n'a aucune idée de ce que tu racontes, c'est très compliqué déjà de gagner de la confiance ou de démontrer que c'est un système qui marche. Donc aujourd'hui, moi, en termes de recommandations déjà pour les institutions de financement, ça serait la même que celle que M. Djebara a formulée. Ça serait déjà de se faire accompagner par des consultants qui sont spécialisés sur les questions des startups ou des PME, qui ont des orientations vers les nouvelles technologies ou tout simplement l'innovation de façon générale, qui peuvent mieux les orienter dans les approches critiques quand il s'agit d'analyser les business models ou les activités des entrepreneurs qui sont dans des secteurs à fort potentiel d'innovation. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ça serait aussi de voir comment adapter au mieux leur modèle aux réalités des startups. Parce que déjà, être une startup en Afrique, c'est un challenge qui est déjà compliqué. Si en plus de ça, on doit nous calquer des exigences que des entreprises qui ont eu 10 ans d'évolution avec des moyens nécessaires ou qui sont dans des marchés qui sont assez bien établis, qui sont à maturité, qui ont leur réalité, qui ont fait leurs preuves, ça va être compliqué en fait de nous donner notre chance. Parce que si aujourd'hui on part voir un fonds de garantie qui nous dit ok, moi j'accompagne les startups mais seulement avec 3 ans de réalisation, 3 ans de bilan favorable, à quel moment on peut faire les 3 ans de preuve si personne ne nous donne les moyens nécessaires de pouvoir survivre à ces 3 années? Donc c'est quand même assez compliqué comme exigence à tenir. Donc, ce serait important d'analyser notre écosystème, d'adapter des solutions adaptées aux startups, mais aussi au contexte africain, parce que nos réalités économiques et socio-culturelles sont compliquées. Et dans des pays comme le Mali, où il y a aussi une instabilité politique, une instabilité économique qui est là, c'est encore très compliqué. Donc, aujourd'hui, moi, mon appel, vraiment, mon cri de cœur en tant que startup, déjà, ce serait pour nos institutions de financement de s'armer de consultants ou de ressources en interne qui comprennent l'écosystème de l'innovation, qui comprennent le fonctionnement des startups et qui peuvent avoir une analyse critique, comment je peux dire ça, une analyse critique favorable ou du moins constructive en ce qui concerne le business model d'une startup, mais aussi de voir un petit souci technique du côté de Lee. On va laisser la parole à Natacha pour donner ses propositions en 2 minutes maximum. D'accord. Merci, Nadège. Mais je pense que j'ai vraiment pas grand chose à ajouter parce que Awali et Jabbar ont vraiment tout dit. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est saisir cette occasion-là pour demander à M. Komara et M. Jean Conan de solliciter des rendez-vous et venir vraiment vous expliquer ce qu'on fait en tant que start-up et start-up. J'ai plein de questions que j'ai énumérées ici, comme le temps ne nous permet pas. Je voulais vraiment partager ça avec vous pour que vous compreniez où vous voyez en fait nos réalités en fait. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. Et Monsieur Komara, dès que ça finit, je suis dans votre inbox. D'accord. Merci. Oui, je n'ai plus de temps, mais je vais reprendre à Natacha. Natacha, la porte est ouverte, grandement ouverte. Je sais que c'est pareil pour M. Komara. Mon numéro de téléphone portable est dans le groupe WhatsApp. Donc, il faut juste m'appeler ou passer au bureau pour qu'on puisse discuter. Il faut vous mettre en tête qu'on est très on est ouvert. Mais on a aussi la Banque centrale qui nous réglemente en tant que banque.
Donc, il faut aussi tenir compte de ça. On a certaines exigences, mais nous sommes très ouverts. EcoBank a d'ailleurs un challenge FinTech que vous connaissez, qui est organisé chaque année et qui récompense à hauteur de $50 000 les FinTech qui réussissent à nous montrer des projets intéressants. Au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai un desk FinTech. Donc, j'ai une personne dédiée à ça qui travaille avec 2 autres collaborateurs et qui écoute toutes les FinTech qui frappent à notre porte. Et nous sommes prêts à les écouter parce que ce n'est pas seulement le financement qui est important pour nous, mais il faut aussi les accompagner avec des solutions qui leur permettent de mettre en œuvre leurs produits. Donc, on a ces solutions-là ici chez nous. On met à disposition des FinTech, même si elles sont nouvelles. Il faut qu'elles donnent de très bonnes idées et on est prêt à les accompagner. D'accord? Donc, en termes de financement, encore une fois, c'est de ça que nous, on vit. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un va refuser de prendre le service ou de prendre le service avec lequel il vit. C'est de ça qu'on vit. OK? Mais il y a 2 grandes parties à voir dedans. Il y a l'argent qu'on donne, mais aussi, il y a les capacités de remboursement. OK? Donc, ça, c'est très important, mais on peut en discuter en détail. D'accord. Merci. OK. Moi, je voulais juste ajouter que je suis je suis une start-up verte, donc je suis dans le domaine de l'économie circulaire et l'économie verte. Voilà. Oui, ça m'intéresse personnellement, donc on en discutera en détail. Merci. Vraiment, merci. Merci à tous nos panélistes qui ont porté de leur disponibilité pour ce webinaire. On aimerait bien continuer, mais le temps ne nous permet pas. Je vais faire une conclusion de tout ce que nous avons pu échanger. Les jeunes pousses du continent séduisent de plus en plus les investisseurs internationaux. Après une année 2021 elle-même déjà faste. La FinTech se démarque, mais les autres secteurs ne sont pas en reste pour les fonds recherchant des pépites. Ces sociétés à la croissance explosive. Si par rapport aux pays occidentaux, les financements mobilisés en Afrique restent mineurs, les pépites du continent sont passées à la vitesse supérieure. Après 5,2 milliards de dollars de fonds levés en 2021, Africa The Big Deal projette 7,3 milliards de dollars d'investissement en capital dans les startups du continent en 2022. D'ores et déjà, les montées levées individuellement dépassent les dizaines, voire centaines de millions de dollars, tout horizon de certaines de ces prometteuses jeunes pousses. Nous pouvons donc conclure que nos startups et PME africaines ont cette volonté d'accroître l'économie de leur pays, mais il faudrait également un soutien tant technique, financier, de la formation, l'accès à l'information, pour faire du continent une référence mondiale pour tout ce qui tourne autour de l'innovation. Merci à tous nos panélistes qui ont donné de leur temps et de leur contribution. Merci à toute l'équipe qui a réalisé ce 2e webinaire du média en ligne Afrique Économie. Merci à tous nos participants qui ont contribué aux bons échanges de ce webinaire. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre webinaire dans les mois à venir sur une thématique encore plus enrichissante. Merci encore à tous nos panélistes. C'est l'Afrique qui gagne. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci. Bye. Natacha, prends ton coup de fil. Hein. Au revoir. Tout de suite, tout de suite. OK. Bye bye.